Le choix de la forme concrète de l'interrogatif se fait selon qu'on s'intéresse à l'individu dans son entier, qui, que, quoi, lequel, ou à ses propriétés, l'indication de son identité y compris. Parmi les propriétés, on fait une distinction nette entre celles purement quantitatives, combien, et celles non quantitatives, qui peuvent être complexes, qualitatives, quantitatives. Quelle, par exemple? Lorsque la propriété est conçue prédicativement, le mot interrogatif assume la fonction d'un attribut. Quelle rivalise avec qui et avec comment, pour s'enquérir sur les propriétés purement qualitatives. Qui, que, quoi, qui servent à interroger sur l'individu même, ont la forme identique à celle des relatifs. Leur catégorie grammaticale et leur emploi ne sont cependant pas symétriques. Pour les interrogatifs, l'important est d'exprimer l'animé-inanimé, car tout en ignorant le nom de l'individu sur lequel on s'enquiert, on connaît généralement si l'on a affaire à un être ou à une chose. C'est ainsi que le français oppose qui, s'appliquant aux personnes, à que, qui s'applique aux choses. Pour les relatifs, qui ne font que représenter leur antécédent dans une subordonnée, l'important est par contre de spécifier la fonction syntaxique. C'est ainsi que le français oppose qui, sujet, animé ou non animé, indifféremment, à que, complément d'objet. La distinction de fonction syntaxique étant quelquefois importante pour les interrogatifs eux aussi, le français a élaboré, au cours de son développement, des formes spéciales pour représenter le sujet et le complément d'objet direct. Il s'agit des pronoms interrogatifs périphrastiques qui forment une série parallèle aux interrogatifs simples et qui fournissent en plus la forme d'un sujet non animé. Sujet animé, qui est-ce, qui est-ce qui, complément animé, qui est-ce que, sujet non animé, qu'est-ce qui, complément non animé, que, qu'est-ce que. Pour s'enquérir sur les objets qui viennent d'être nommés ou qui vont l'être, on utilise les formes spéciales qu'on appelle parfois interrogatif déterminé ou interrogatif avec antécédent. Il s'agit de lequel dont les formes coïncident avec celles du relatif composé. Lequel sert à interroger principalement sur le choix que l'interlocuteur doit opérer parmi un certain nombre d'individus. Et ici nous avons l'exemple. Laquelle de ces dames se nomme Clélia Conti? Qu'elle sert à interroger sur les propriétés des entités autonomes qui peuvent être de nature très différente. Identité, qualité, certaines caractéristiques quantitatives, diverses activités de l'individu, etc. Les pronoms indéfinis. Nous retrouvons les catégories de marques substantives, telles, quantitatives, aucun, nul, une, etc. D'adjectifs de rapport de série fermée, autre, l'autre, opposés ou combinés à l'un, le même, les mêmes. S'y ajoutent des substantifs de sens très général, personne, rien, qui sont des signifiants de quantité nulle et gardent quelque chose de leur valeur positive. Je doute que personne puisse entrer. Rien de si curieux. Chose, quelque chose, autre chose, peu de choses. La combinaison de marques avec un, l'un, les uns, chacun, quelqu'un, quelques-uns, et enfin le composé quiconque, quiconque, qui jamais.
Les uns sont des représentants, les autres des nominaux. Ils sont souvent les homonymes des déterminatifs indéfinis, aucun, tel, tous, certains, plusieurs. Sémantiquement, on peut les classer en 5 groupes suivants. Pronoms à sens large, pronoms d'indétermination qualitative, quelque chose, je ne sais qui, je ne sais quoi que ce soit, d'indétermination quantitative, quelques-uns, certains, plusieurs, pronoms d'identification, le même, autrui, un autre, les autres, pronoms négatifs, personne, rien, aucun, pas un. Maintenant, les numéros, c'est-à-dire les noms de nombres. Le numéral exprime la propriété quantitative des entités autonomes sous forme de nombres exacts, purs, absolus et abstraits. Présenté autrement, les rapports quantitatifs s'expriment par l'intermédiaire des autres classes de mots. C'est à ce fait que le numéral doit toutes ses particularités. Comme celle des pronoms, les valeurs lexicales des numéros sont homogènes. Ils ne marquent que le nombre pur. La valeur générale des numéros se réduit à ses valeurs lexicales concrètes. Grâce à sa valeur générale, qui permet de présenter les propriétés numératives des entités autonomes comme quelque chose ayant une existence individuelle, le numéral figure dans le système des parties du discours comme terme complexe. En tant que terme complexe, le numéral s'emploie soit isolément dans des comptes, des calculs, soit plus souvent, en langage courant, associé à un nom au pluriel. Dans le deuxième cas, le numéral assume le rôle de déterminant attributif ou d'épithète, type Saint libre, de déterminant prédicatif, type ils sont partis 5, ils sont revenus 3, et d'attribut, exemple, au-dessus de moi se tiennent penchés des gens, ils sont 2. Dans le premier cas, le numéral sert à effectuer la computation abstraite. Type 3 fois 2 équivaut 6. Sans que l'on puisse établir un rapport entre les fonctions syntaxiques que remplissent les termes des phrases correspondantes et celles qu'exercent les termes des phrases ordinaires. C'est que l'analyse synthèse des entités autonomes que sont les nombres abstraits s'effectue autrement que celle des entités autonomes exprimées par un substantif. L'analyse synthèse revêt ici la forme la plus pure. On disloque et réunit de nouvelles combinaisons des unités qui sont identiques et uniformes. On les additionne ou soustrait à d'autres unités de même structure, une à une ou par groupe. Nous y sommes en présence des actions arithmétiques. La sphère d'application des numéros en tant qu'entités autonomes est donc trop particulière pour que l'on puisse les réunir avec les substantifs à l'intérieur d'une seule et même partie du discours. Il existe des numéros cardinaux et des numéros ordinaux. Les cardinaux, associés à un nom, s'emploient pour chiffrer le nombre des individus formant un groupe qui représente le résultat d'une énumération antérieure, consciente ou inconsciente. Ce sont les noms de nombres proprement dits. Les ordinaux, associés à un nom, marquent par contre le numéro d'ordre des individus à l'intérieur du groupe donné, qui s'établit au cours d'une énumération. Les cardinaux. Les formes des cardinaux, invariables en français contemporain, sauf quelques cas isolés, présentent une série assez disparate, d'origines différentes. Les unes sont héritées du latin,
Les autres sont de création française. Ainsi, le français a refait par addition les composés 17, 18, 19. Les indications de nombres à l'intérieur de chaque dizaine, 21, 22, etc. Et au-delà de 100, 101, 120, 121, etc. Les centaines, les milliers étant exprimés par multiplication, 300, 3000, etc. Les multiples de 10, de 70 à 90, sont exprimés par des composés de trois types. Addition avec 10, 70, multiple de 20, 80, et ce multiple avec addition de 10, 90. Millions et milliards sont des dérivés formés d'après 1000 par les mathématiciens. Le premier au XIVe siècle, le second au XVIe. Ces deux numéros présentent des particularités. Tout en appartenant aux cardinaux, ils se conduisent sur le plan syntactique souvent comme les substantifs marquant la quantité, tels que 1 kilo, un sac, etc. 1000 francs, 1 million de francs. Millions et milliards varient en nombre et ne s'emploient pas sans être accompagnés d'un autre cardinal qui marque leur multiple. 1 million, 2 millions, etc. Nous avons ici l'exemple de 1 million d'appartements construits par an. On est passé à plus de 2 millions par an. 1, selon toute évidence, n'est pas article, ici, car il ne s'oppose point au défini. Si ce dernier apparaît devant les mots millions et milliards, on est en présence de leur substantivation occasionnelle ou définitive. Le million qu'il a gagné, par exemple, le million de francs, c'est-à-dire. Les mots comme million et milliard diffèrent essentiellement des substantifs tirés des numéros, tels que dizaine, douzaine, etc. Ces substantifs, à valeur collective, désignent des groupes usuels d'objets vendus en groupe. C'est pourquoi ces substantifs ne se forment pas de tous les numéros. Il en existe un nombre restreint et fini. Outre dizaine et douzaine, on a quinzaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, centaine, huitaine, neuvaine et aussi quinzaine. Je crois que nous avons déjà dit. Se sont spécialisés au jour. Je viendrai dans la huitaine. De trentaine à soixantaine, c'est la spécialisation pour l'âge. Mon voisin a passé sa cinquantaine. Ces substantifs ont un sens indéterminé. Groupe d'individus aux alentours de 10, 12, etc. Ils sont bien une douzaine. Sauf douzaine avec valeur commerciale. Une douzaine d'œufs ou d'huîtres en comprend exactement 12. Mais on dira un 100 d'huîtres parce qu'une centaine paraîtrait imprécis. Le caractère indéterminé que ces mots communiquent à la notion du nombre les distingue nettement des numéros. On ne les utilise point dans les calculs abstraits. Leur possibilité combinatoire est la formule selon laquelle on effectue leur analyse synthèse dans la phrase sont celles d'un substantif, car ces mots sont déterminés par l'article, le défini alterne avec l'indéfini et peuvent s'accompagner d'un prédéterminant pronominal ou d'un adjectif, une bonne douzaine, cette belle centaine, etc. Les rapports de ces mots avec le verbe sont également ceux d'un substantif. Et ici, nous avons quelques exemples. Le lac est alimenté par des sources chaudes. Aussi, le séjour dans l'eau n'était pas désagréable. Toutefois, la quarantaine d'invités avait préféré garder les pieds secs. Et l'autre exemple encore, une manifestation populaire rassemblant plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers, d'étudiants, etc., etc.